Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Les universités sociales de la commune Cloto 1 se sont ouvertes hier à Dagny sous le signe de la pandémie à coronavirus. C'est une rencontre de 3 jours qui va dresser le bilan de cette année puis définir de nouvelles stratégies pour l'année à venir. Grand meeting de l'opposition ivoirienne ce samedi à Abidjan. La manifestation qui promet un rassemblement monstre inquiète compte tenu de la situation sécuritaire précaire du pays. Les autorités rassurent, toutes les conditions de sécurité sont remplies. 2 milliards de personnes dans le monde vivent dans des bidonvilles ou sont sans abri. Ces personnes sont susceptibles de souffrir d'une mauvaise santé et se retrouvent exposées à de multiples risques socio-économiques et environnementaux. Disposer donc d'un logement adéquat est plus que jamais une question de vie ou de mort. Nous allons en parler dans cette édition avec notre invité Tchanile Issa. Il est le directeur de l'urbanisme. Le viol sur mineurs est une pratique sévèrement punie par la loi et les peines encourues varient selon la gravité de l'acte. Même si certains auteurs s'en sortent, le sieur Vincent n'a pas lui échappé à la justice. Il écope de 7 ans de réclusion criminelle. Les sports et la revue de presse sont également à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le ministre des Sports et des Loisirs, Mme Lydie Kedeka Bessi Kama, a rencontré hier les acteurs sportifs. Cette prise de contact a été l'occasion pour Mme Bessi Kama de convier ses collaborateurs à impulser un nouvel élan au sport togolais. Cette rencontre a regroupé les directeurs régionaux et les responsables des fédérations sportives. Le professionnalisme dans des sports tient à cœur la nouvelle locataire de ce département. À la presse dans son ensemble, Madame la ministre Bessi Kama a demandé d'adopter un comportement responsable. J'ai voulu, dans un premier temps, rencontrer le personnel du ministère, les directeurs régionaux. La seconde rencontre qui a été faite avec les présidents de fédération et le comité national olympique du Togo s'inscrit également dans ce même ordre d'idées. Les rencontrer, les connaître davantage et donner des pistes pour apaiser le climat délétère dont nous avons hérité. Les différents acteurs ont salué cette rencontre et promis de respecter la nouvelle orientation sportive du gouvernement. Ouro Gane Tchanyadi, directeur régional sportif maritime. Je crois que c'est une très bonne idée, une très bonne initiative de la part de Madame le ministre qui, donc, aux prises de fonction, a rencontré donc, sur sa table certainement les doléances et les problèmes. Les universités sociales de la commune Cloto 1 se sont ouvertes hier au monastère de l'Assomption de Dagny Djobigan, faire le bilan 2020 et planifier les activités pour le compte de l'année 2021. Tels sont entre autres les objectifs de cette assise qui réunit pour 3 jours les conseils municipaux de la commune Cloto 1, les chefs services de la mairie de Palimé et partenaires. Odette Bira. Passer en peigne fin les activités menées en 2020 et poser les bases pour l'année 2021, tels sont les objectifs au cœur de la toute première université de la commune Cloto 1 ouverte hier à Dagny. Pour le conseil municipal, l'année 2020 a été florissante en réalisation et recettes, malgré la pandémie du coronavirus qui a failli freiner cette évolution, d'où beaucoup de défis à relever en 2021 dans plusieurs domaines. Winnie Dobaché, maire de la commune Cloto 1. Mais vous savez, nous avons démarré il y a 1 an, tant sur le plan social, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées, tant sur le plan financier également. Malheureusement, la pandémie nous a freinés dans notre évolution. C'est pour ça qu'il n'est pas question de s'arrêter. Il est maintenant question de se réorganiser pour mieux attaquer 2021 et mettre en relief toutes les actions prioritaires.
2021, comment faire pour mobiliser assez de ressources? Vous savez qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre à nous, le grand boulevard de Lomé-Palimé, qui est en train d'être exécuté, les rues, 16 rues de Palimé en réflexion, le grand marché en réflexion. Il faudrait donc que Palimé s'attende à recevoir assez de monde, flux humain que financier. La première université de Kloto 1 délocalisée dans la préfecture de Daï, selon le maire de la commune Daï 1, est une bonne initiative qui honore sa localité et confirme la bonne qualité des relations intercommunales. Kosivi Onyran, maire de la commune Daï 1. C'est une très belle initiative. Ça prouve à suffisance que nos collègues de Kloto 1 veulent réellement le développement des plateaux. Ce qui est nouveau aujourd'hui, leur présence à Dagny. Je sais, Dagny, c'est vrai, nous avons le climat, nous avons tout, mais il est rare d'avoir ces gens de visite. Donc la commune de Dagny est très honorée de leur présence aujourd'hui. Ils sont une trentaine de participants de la commune Kloto 1 et de partenaires à prendre part à ces 3 jours de travaux. Inauguration jeudi dernier à Kara du centre d'accès des enfants au droit et à la justice de Don Bosco Kara. À travers ce centre, le juge pour enfants de Kara dispose désormais d'un moyen d'appliquer les mesures alternatives à la privation de liberté des enfants. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire, représentant le ministre en charge de la justice. Ce centre va nous aider dans l'exercice de nos fonctions et va nous faciliter le travail dans le traitement des dossiers des mineurs. Avant ce centre, les juges pour enfants étaient obligés de déposer les mineurs dans les quartiers pour mineurs des prisons. Donc maintenant, ils ont la possibilité d'alléger un peu la situation en envoyant les enfants dans ce centre-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants puissent passer moins de temps dans les lieux de détention. La construction de ce centre a été financée par l'Union européenne et l'UNICEF. Quel avantage les enfants pourront-ils tirer de ce centre? Madame la représentante adjointe de l'UNICEF au Togo. Pour enfants, nous attendons, suivant la Convention des droits des enfants et la législation togolaise, chaque individu de moins de 18 ans, fille ou garçon. Et donc, les enfants qui sont en conflit avec la loi dans la région pourront bénéficier de ces mesures alternatives à la détention et être intégrés grâce à l'appui de différents acteurs qui comprennent les instances du ministère de la Justice, mais aussi la police, le ministère des Affaires sociales, des assistants sociaux. Il y a une équipe de psychologues, il y a des médecins aussi qui vont travailler avec ces enfants, qui pourront en fait avoir des opportunités d'éducation, de réintégration sociale et économique et devenir des citoyens qui pourront jouer vraiment leur rôle pour le développement du pays. Les candidats ayant pris part au concours d'entrée en classe de 6e au collège militaire Eyadema, déclarés et admis au dit concours, sont priés de se présenter accompagnés de leurs parents à l'état-major général des forces armées togolaises à Agonivé le lundi 12 octobre 2020 à 7 heures. Les noms des candidats admis sont donc à suivre dans les communiqués divers sur Radio Lomé à compter du vendredi 9 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020. Et puis la situation du Covid-19 au Togo à la date d'hier en rappel. Cas actifs 439, cas guéris 1433, décès 49, cas confirmés au total 1921. Nombre total de tests 99 354. L'opposition ivoirienne se rassemble ce samedi à Abidjan pour un grand meeting. L'événement inquiète alors que des troubles sporadiques secouent le pays depuis le mois d'août dernier entre partisans du président sortant et militants de l'opposition. Plusieurs dizaines de milliers de personnes pourraient être présentes dans le stade Félix Houphouët-Boigny selon l'opposition. Une réunion a eu lieu au siège du PDCI il y a quelques jours pour préparer et rassurer les militants. Les organisateurs lancent un appel à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à sortir massivement pour dire non au viol de la loi fondamentale en Côte d'Ivoire. Du côté des autorités, on se dit peu inquiet par ce rassemblement. Le porte-parole du gouvernement met toutefois en garde les personnes tentées par des démonstrations violentes.
Il est bien entendu prévu le déploiement d'un effectif important de police et de gendarmerie pour sécuriser ce meeting. Les partis d'opposition appellent au pacifisme et promettent aussi que de la sécurité privée viendra pour renforcer le dispositif étatique pour éviter les troubles. Une place pour deux qui de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala ou de la Coréenne Yu Mung-ge pour prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Ngozi Okonjo-Iweala porte tout de même les espoirs du continent africain. C'est la première femme à avoir occupé le poste de ministre des Finances dans son pays par 2 fois de suite. Elle a aussi travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale. À ce titre, elle a donc une carrière internationale et des compétences saluées au Nigeria. Dernière candidate en lice avec la Coréenne Ngozi Okonjo-Iweala a remercié le président nigérien Muhammadu Buhari pour son soutien ainsi que ses amis au Nigeria et à travers le monde. Un nouveau pas de franchi vers la paix globale au Soudan. Le numéro 2 du Conseil souverain de transition, le général Mohamed Hadan Dagalo, dit Hemeti, a rencontré à Juba, la capitale du Soudan du Sud, le chef de l'une des rébellions les plus importantes du pays, Abdel Aziz Al-Hilou. Ce dernier n'était pas un signataire de l'accord de paix signé le 3 octobre. Nous abordons à présent la deuxième partie de ce magazine invité. La journée mondiale de l'habitat a été célébrée lundi dernier 5 octobre 2020 sous le thème « Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain ». Cette journée met l'accent sur le droit fondamental à tous à un logement adéquat et rappelle à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. On estime aujourd'hui à près de 2 milliards le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles et des quartiers informels, dans des logements inadéquats ou sans abri dans nos villes avant le début de la pandémie. Comme on le sait, le logement est un droit de l'homme et un catalyseur pour tous les autres droits fondamentaux. Et c'est le seul moyen de garantir le droit à la ville pour tous. Que désigne-t-on par environnement urbain? Quel type de logement pour quel Togolais? Y a-t-il une politique de logement au Togo? Nous avons invité pour mieux nous éclairer M. Tchanile Issa. Il est le directeur de l'urbanisme. Il est interrogé par Odette Bira. Monsieur Tchanile Issa, bonjour. Bonjour, madame. Alors, au Togo, le droit de tous à disposer d'un chez-soi pour vivre dans la sécurité a été pris en compte par le PND. Comment expliquez-vous cet état de choses? Merci, madame. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur Radio Lomé. La question du droit au logement est une question reconnue comme un droit fondamental au niveau des Nations Unies. Et dans notre pays, cela se traduit très tôt dans la Constitution, dans le fait de reconnaître au droit au logement par la propriété foncière d'abord, que ce soit la propriété foncière privée ou bien une propriété foncière collective, à la suite de laquelle, au fil du temps, l'on va construire et disposer d'un chez-soi. Ou alors, si on est dans le cas de logement collectif ou locatif, le promoteur ou bien le constructeur met le logement pour les personnes qui ont besoin de s'abriter et donc de louer des appartements ou des chambres pour vivre là-dedans. Donc c'est un droit universel reconnu par les Nations Unies et notre pays également en a fait le sien également. Et comme vous l'avez si bien dit, cela a été traduit dans le PND qui est un cadre fédérateur sur le plan du développement du pays. Le gouvernement envisage construire 20 000 logements d'ici 2022. De quel type de logement s'agit-il? Oui, il s'agit de logements de tout type, si je peux m'exprimer ainsi. Ça pourra être à la portée des personnes à revenus faibles et intermédiaires, c'est-à-dire à revenus médians, et également à la portée des personnes à haut revenu. Donc selon les revenus de chacun, je pense que
il y aura un type de logement adapté selon sa poche pour pouvoir accéder au logement. Donc tous les types de logements, du haut standing jusqu'au moyen, sont concernés par les 20 000 logements. Dites-nous, à quand les logements sociaux au Togo? Les logements sociaux, c'est vrai, quand on parle de social, il s'agit d'un logement dans lequel l'État a mis une part ou bien une contribution permettant à la population ou au plus grand nombre de pouvoir disposer de logements décents. Mais quand on parle de logement social au Togo, c'est vrai, les gens disent très tôt que les logements qui ont été jusque-là construits ne sont pas du social, parce que au fil du temps, on a remarqué que les logements qui sont construits reviennent un peu plus ou moins à ceux qui ont les moyens. Mais quand on parle du social, comme je le disais, c'est parce que effectivement l'État contribue, et quand l'État contribue et veut rendre le logement accessible à tout le monde, l'État est obligé de mettre les moyens, ou bien il met à disposition la terre à des promoteurs pour qu'ils puissent construire et que le coût de revient de l'accès à ces logements ne soit pas trop élevé. Donc on a assisté dans le temps à des logements à des cités réalisés par des promoteurs comme la Caisse nationale de sécurité sociale ou par des privés, et actuellement on construit également des logements à Didogomé, notamment dans la cité Mokoko, où le terrain a été mis à disposition du promoteur également pour la construction des logements qui sont en train d'être finalisés. Donc les logements, ça a commencé il y a longtemps au Togo et ça se poursuit. La journée mondiale de l'habitat est placée cette année sur le thème « Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain ». Un logement pour tous, une vision de l'ONU cette année, est-ce possible? Oui, cela est possible. Quand on aspire à un développement, il faut avoir une vision. Et ça, c'est la vision énoncée par les Nations Unies et vers laquelle tous les États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies aspirent. Donc il faut avoir une vision et à partir de la vision, décliner la vision en axes, décliner les axes en des programmes en projets et progressivement aller vers l'objectif consistant à doter la population de logements décents et aussi à coût abordable. Donc certes c'est une vision, mais quand on s'y met et on travaille, on arrive au résultat et c'est possible. C'est possible d'arriver à un logement pour tout le monde. Il y a des pays dans lesquels cela est déjà possible. Donc le Togo aussi peut arriver à cet objectif. Alors dites-nous pourquoi ces cités de luxe alors que beaucoup sont encore dans la rue sans toit? Bon, vous qualifiez peut-être ces logements de logements luxueux, mais ce n'est pas aussi luxueux que ça, parce que selon les critères définis par les Nations Unies, pour qu'un logement réponde à des normes minimales, il faudrait que ce logement réponde à un certain nombre de critères, dont les critères de durabilité, par exemple, les critères d'assainissement du milieu, donc disposer des toilettes dans le logement, évacuer, arriver à avoir un service qui évacue les ordures ménagères, et dans une chambre à coucher, ne pas dépasser 3 personnes. Quand dans un logement donné, les pièces ou bien les chambres, il y a plus de 3 personnes qui se partagent la même pièce, on ne parle plus d'un logement décent. Donc il y a plusieurs critères, dont 5 fondamentaux, que les Nations Unies ont choisi pour que le logement puisse être qualifié d'un logement décent. Et on est obligé d'avoir la décence dans un logement pour être en bonne santé et pour pouvoir être productif. Donc les logements qui sont construits, que nous avons l'impression d'être des logements luxueux, ne sont pas des logements luxueux, mais c'est des logements qui répondent à un certain nombre de critères, dont les critères dont je viens de citer quelques-uns. Et le reste des critères, je pense, c'est les questions de l'électricité, l'eau, les services rendus dans le milieu. Il y a la situation même du logement. Il faut avoir l'accès facile à la voirie, au transport urbain, etc. Il y a beaucoup de critères qui rentrent dans le fait d'avoir un décent qui soit un logement de qualité. Donc l'objectif qualité n'a pas de prix. On est obligé d'avoir de la qualité, ne serait-ce que minimale, dans les logements pour pouvoir répondre aux critères définis par les Nations Unies. L'accent est mis également sur l'environnement urbain. Alors, comment l'améliorer pour que les logements soient disponibles pour tous? Oui, l'environnement urbain, c'est tout ce qui rentre dans la composante du bien-être au niveau des logements. Donc, on venait de citer certains. Donc, quand on parle de qualité de vie en ville, on peut faire appel à des équipements qui existent dans la ville, notamment les services rendus à la population, les équipements collectifs, les écoles, les centres de santé, les marchés, la voirie, donc les différentes sortes de rues, il faut qu'elles soient aménagées et propres. L'air que nous respirons, il faut qu'il soit de qualité. Il ne faut pas que l'air soit saturé ou alors pollué. Les nuisances sonores, tout ça, ça fait partie de la qualité de vie. Donc, quand on met l'accent sur tous ces aspects, on accorde une importance à tous ces aspects pour que cela réponde favorablement aux aspects d'un logement digne de ce nom. On parle d'un logement
d'une certaine qualité. Et en veillant à tous ces aspects, nous allons vers les logements décents. Vous-même, vous savez que les ministères, il y a plusieurs ministères qui ont été institués par l'État, notamment le ministère de la Ville, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, qui s'occupe d'un certain nombre de questions dans le logement. Et à ses côtés, d'autres ministères qui fournissent les services, l'électricité, l'eau, les transports, etc. Toutes les actions du gouvernement militent vers le développement ou bien l'amélioration de l'environnement urbain. Donc c'est de cette façon que l'État compte améliorer l'environnement urbain dans lequel nous vivons dans les villes. Que fait-on concrètement au Togo dans ce domaine? Au Togo, il y a plusieurs actions qui ont commencé depuis longtemps en matière d'amélioration de l'environnement urbain. Je venais de citer quelques-uns, notamment la création des ministères. Et quand on prend le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, par exemple, il y a un certain nombre de directions au sein de ce ministère qui s'occupent de plusieurs aspects qui contribuent à l'amélioration de l'environnement urbain. Notamment la Direction générale de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui a été créée depuis 1977 et qui a pour objectif de planifier l'occupation urbaine et réglementer la construction. Le centre de la construction du logement de Kakaveli, que vous connaissez, qui promeut la construction de logements à base de matériaux locaux. La Direction générale des infrastructures et équipements urbains, donc c'est l'aménagement des rues. Il y a Sud-Afrique, il y a la NASAP, dont tous ces services-là concourent au bien-être des populations en ville. Et nous ne cesserons de le citer. Actuellement, le PND, c'est un ensemble de projets dont le gouvernement a pris soin de se doter en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce PND, à l'axe 3, on prévoit la consolidation du développement social et de renforcer les mécanismes d'inclusion. Et le fait 10 stipule que les populations doivent avoir accès à un meilleur cadre de vie et des logements décents. Donc, il y a un certain nombre d'acquis déjà dans le domaine, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qui ont été réalisés par le ministère. Une stratégie nationale du logement existe et assortie d'un programme de logement et un ensemble de projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Il y a aussi récemment des lois organisant les professions, notamment il y a des anciennes comme la loi qui organise les géomètres, la loi qui organise les architectes qui existait il y a longtemps, mais récemment il y a eu de nouvelles lois comme la loi qui organise les urbanistes, l'Ordre national des urbanistes du Togo, l'Ordre des ingénieurs du Togo, les huissiers, les avocats, toute cette panoplie d'acteurs qui interviennent sur l'immobilier, donc qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a également un fonds spécial pour le développement de l'habitat, un fonds dédié à équiper les zones où des constructions de logements peuvent s'opérer, donc par le financement de la voirie et des réseaux divers. On entend par voirie et réseaux divers les routes et les canalisations, les réseaux en vue d'assainir le milieu. Donc, et comme on l'a cité aussi plus haut, il y a des projets de construction de logements qui ont démarré dans certaines localités, dont à Idogome, à Detikopé et puis à Flao-Sawado. Donc concrètement, les chantiers ont commencé aussi par émerger de la terre et sont en voie de finition et d'autres projets sont programmés pour le futur. Voilà ce que l'État fait concrètement dans le cadre du bien-être et des logements pour la population. Pour terminer, dites-nous, qu'est-ce que vous recommandez aux populations pour vous accompagner dans l'amélioration de cet environnement urbain? La recommandation forte que nous aimerions faire à l'endroit des populations, c'est d'entretenir les logements. Parce qu'un équipement, quand ça se réalise, il faut de l'entretien. Sinon, au fil du temps, ça se dégrade et ça ne sera plus utile. Donc l'entretien des logements, de l'environnement urbain lui-même, donc dans la nature, les différents équipements mis à disposition de la population, notamment les écoles, les centres de santé, les espaces verts, les rues, les caniveaux doivent être maintenus dans un état propre, ce qui contribuera au bien-être de la population et ce qui permettra à la population également d'être beaucoup plus productive. Donc voilà les recommandations fortes que nous pouvons faire à l'endroit de la population en ce qui concerne l'amélioration ou bien le bien-être dans l'espace urbain ou le milieu où ils vivent. Monsieur Tianile Issa, merci. Merci madame pour cette occasion que vous nous avez donnée et je profite de votre antenne pour remercier la plus haute autorité de cet État qui ont donné leur accord pour que nous puissions venir ce matin exposer un peu ce que nous savons dans le domaine, notamment le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière. Merci. Écho du Palais.
Les cas de viol sur mineurs sont des pratiques récurrentes dans nos sociétés. La personne qui se rend coupable de viol encourt des peines qui peuvent varier selon la gravité de son acte. Les juges peuvent également prononcer d'autres peines pour ce type de crime. Il s'agit de l'action et des sanctions civiles comme l'indemnisation de la victime par l'auteur ou l'éloignement de l'auteur par rapport à la victime. Malheureusement, les auteurs de ces agressions ne sont toujours pas souvent dénoncés. Le sieur Vincent, lui, n'a pas échappé à la justice. Il a été condamné par la cour d'assises de Lomé à 7 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. La nommée Charlotte, âgée de 15 ans, élève, participait aux travaux de groupe avec ses camarades élèves dans une maison où logeait le nommé Messon, alias attaquant dinosaure, une maison contiguë à l'établissement scolaire que fréquentait Charlotte. À chaque fois qu'elle allait dans cette maison pour étudier, Messon ne cessait de la harceler sexuellement. Ainsi, le 12 février 2011, aux environs de 18 heures, Charlotte allait au travail de groupe en compagnie d'un camarade élève quand ils croisèrent Messon à la devanture de la maison. Ce dernier déclara au compagnon de la fille que celle-ci était sa copine et tout d'un coup, il l'arracha, la tint fortement par la main et la traîna dans sa chambre où il lui imposa des relations sexuelles. Le lendemain, Charlotte relata sa mésaventure à l'une de ses camarades qui la rapporta au directeur de l'école. Ce dernier informa à son tour la mère de la victime qui alla se plaindre à la police. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés tout en prétestant confusément que sa victime était consentante. Mais les renseignements recueillis sur Messon ne lui sont pas favorables. Il est repris de justice, déjà condamné pour groupement de malfaiteurs. Il ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, à l'audience du 2 mars 2016, Messon fut accusé de viol sur mineur, un crime prévu et puni par l'article 398 du Code de l'enfant. Il a été donc condamné à 7 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Sport football, la journée FIFA en stage à Tunis dans le cadre de la trêve internationale d'octobre 2020. L'équipe nationale du Togo a été privée de l'un des 2 matchs amicaux internationaux à son agenda contre la Libye. Fidèle Mawina. La faute à une forte montée de la contamination au coronavirus en Tunisie qui a amené les autorités du pays à prendre des mesures drastiques. Ainsi, 4 provinces dont Tunis sont placées en confinement. Un couvre-feu est même décrété. Les 2 rencontres internationales amicales prévues d'une part entre la Libye et le Togo et d'autre part entre les Comores et la sélection U20 de la Tunisie ont donc été annulées. Dans un message adressé à ses homologues du Togo et de la Libye, le secrétaire général de la Fédération tunisienne de football, Ouajdi Ouadi, a expliqué cette mesure par des raisons sanitaires suite à une décision des autorités compétentes de la Tunisie. Toutefois, la tenue du match amical international prévu le 12 octobre entre le Togo et le Soudan n'est pour l'instant pas remise en cause. Les éperviers du Togo vont cependant poursuivre les séances d'entraînement dans le but d'opérer la mise en place souhaitée par le sélectionneur Claude Leroy dans la perspective de la double confrontation de novembre prochain entre le Togo et l'Égypte dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022. Le Marocain Mohamed Timoumi et l'Égyptien Mohamed Zakaria ont été désignés ambassadeurs de la finale de la Ligue des champions de la CAF Total 2019-2020, prévue le 6 novembre prochain. Le duo a été choisi pour leur carrière et leur contribution au développement du football sur le continent. Ce sera la première fois que la CAF investira des ambassadeurs pour sa compétition interclub majeure. Dans le cadre de leur mission, Timoumi et Zakaria prendront part aux activités promotionnelles et médiatiques autour de la clôture de la saison.
Revue de presse. Les parutions de la semaine sont dans leur majorité revenues sur la formation du nouvel exécutif togolais et sur la présentation devant le Parlement du programme de politique nationale de gouvernance pour les 5 prochaines années. C'est à travers une analyse approfondie dans leur colonne. Revue de presse, Léontine Atogima. Gouvernement Toméga Dogbe faire mieux que les autres, tel est le souhait du journal Ouara les vainqueurs. Chronique de la semaine relève déjà une particularité dans le programme d'action du nouveau gouvernement. Un programme ambitieux à l'aune des attentes des Togolais, estime l'hebdomadaire. La déclaration de la politique générale s'étale sur 3 axes: renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois et moderniser le Togo en renforçant ses structures d'État. Les vainqueurs. Le programme d'action du gouvernement pour les 5 prochaines années a reçu le quitus du Parlement. Le changement dubitatif se demande si la chef du gouvernement aura les moyens de ses actions pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Selon Togo Matin, le Premier ministre prend déjà ses marques en énumérant les valeurs qui doivent désormais guider les fonctionnaires de l'État, ceci à travers des mutations au sein de l'administration publique, notamment la primature. Madame le Premier ministre Victoire Togbé modifie les jours de travail de 5 à 6 sur 7 et exige de ses collaborateurs la ponctualité poursuit le quotidien privé. La chef du gouvernement a donné le ton au ministère de l'Éducation. Le nouveau locataire, professeur Dodi Kokoroko, propose un challenge dans la droite ligne du mandat social du chef de l'État et ce challenge consiste à bâtir les hommes, les édifices et les institutions, révèle Ouara les vainqueurs dans ses colonnes. L'apparition a fait également un tour au ministère de l'Environnement où elle note que le ministre Foli Bazi Katari s'est d'abord imprégné des réalités de son département avant de proposer un plan de travail. Nomination au sein des FAT, Madame Nyakade, la surprise de fort pour diriger la Grande Muette, titre chronique de la semaine. Vers une véritable armée républicaine au Togo, s'interroge le changement. Le bâtisseur note tout de même que des attentes énormes des Togolais restent à combler, un défi à relever par le premier gouvernement du 4e mandat de Faure Gnassingbé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles. C'est la fin donc de ce magazine pluriel de ce samedi 10 octobre 2020. Voici à présent pour suivre la rubrique sensibilisation. Lomé, notre capitale, a connu cette semaine 127 cas de contamination, tandis qu'à l'intérieur du pays, seuls 12 ont été recensés. Une situation qui inquiète à nouveau les Togolais et interpelle tout un chacun au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Sensibilisation au coronavirus avec Alice Berthe Barandao. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre chez un médecin à l'hôpital. Ne vous déplacez pas, restez chez vous. Appelez le 111. Ce numéro vert est gratuit pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être, afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus.